Président Kibira, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mai 2022. Ça fait une année que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a décrété l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et dans l'Ituri, dans le but de mettre fin aux violences des groupes armés. Une année après, quel bilan que vous dressez? Bien évidemment, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, une année après qu'on ait instauré l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et la province de l'Ituri, des provinces victimes de plusieurs formes d'atrocités caractérisées par les massacres et tueries des populations civiles, mais avec quand même un taux élevé, il faut le dire, des militaires aussi tués sur les champs de bataille. Nous pensons que d'emblée, il est clair que l'état de siège n'a pas réussi sa mission, celle de défaire les groupes armés et les forces négatives dont les FDLR, les ADF NALU pour la partie de la province du Nord Kivu, mais aussi d'autres groupes d'autres groupes armés qui pilillent, qui au départ se disaient résister contre l'occupation, l'envahissement des troupes étrangères, mais en réalité qui se sont transformés également en bourreaux et qui constituent une menace au même titre que les forces négatives. Je parle des groupes armés constitués essentiellement par des nationaux. Voilà pourquoi, en tant que président de la jeunesse, en tant qu'observateur et analyste averti, nous estimons qu'il y a de quoi remettre en cause l'état de siège et surtout réitérer notre demande formulée au Premier ministre lors de son dernier passage au Nord Kivu, en demandant ce qui est réqualification de l'état de siège, qu'on puisse prendre des dispositions idoines pour réellement défaire les groupes armés, puisque rien ne rassure qu'en quittant l'état de siège pour les autorités civiles que ça va prendre fin. Il faut vraiment que des solutions adéquates, des solutions à la hauteur de la menace soient prises. Et ces solutions doivent être accompagnées par des mesures de la diplomatie extérieure, mais également de la politique étrangère de notre pays. J'ai suivi avec attention ce qui s'est passé à Nairobi, au Kenya récemment. C'est l'une des voies, mais nous pensons que le temps de négocier avec les bourreaux des Congolais est révolu. Il faut qu'il y ait des mesures entre le gouvernement congolais ainsi que les gouvernements des pays voisins, notamment l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, pour que l'on puisse mettre hors d'état de nuire tous les groupes armés, et il est question qu'ils soient sincères, que ceux-là qui reprochent aux uns d'entretenir ou d'héberger les FDLR puissent s'en débarrasser, que ceux-là qui sont reprochés d'héberger les M23 et autres puissent s'en débarrasser, que ceux-là qui soutiennent encore les ADF qui continuent à tuer puissent s'en débarrasser. Voilà ce que nous voulons. Alors, Président, quels sont les côtés négatifs, les points négatifs et positifs de l'état de siège? Eh bien, si on doit parler du côté négatif, c'est ce que j'ai commencé déjà à dire, c'est-à-dire que à l'avènement de l'état de siège, toute la population, sans distinction aucune, et même le gouverneur sortant, a dû soutenir, et nous avons soutenu, nous soutenons jusqu'à ce jour l'état de siège, sauf que nous constatons que ça n'arrive pas à répondre à nos aspirations. Nos aspirations, c'est quoi? C'est de ne plus assister aux massacres, aux tueries sur le territoire de la province du Nord Kivu. C'est de ne plus assister à la résurgence du M23. C'est de ne plus d'assister à l'activisme des groupes armés qui sont dans le territoire de Walikale, Masisi, Rutshuru, Nyiragongo, Beni, Lubero, Beni territoire. Nous estimons qu'il faille que ceci cesse. Mais également, d'autres faiblesses, c'est de constater que le taux de criminalité dans les milieux urbains, notamment dans les Beni, dans les Butembo, et ici, Goma, chef-lieu de cette province, continue. Nous continuons à assister au phénomène 40 voleurs. Nous estimons que ceci devrait prendre fin du moment que nous avons non seulement un gouverneur militaire et le vice-gouverneur, mais nous avons également le maire de ville
les administrateurs des territoires, qui sont également des militaires, et sur le plan opérationnel, ils devraient nous montrer qu'eux, ils n'ont pas du temps à perdre comme les autorités civiles, qui devaient demander l'autorisation d'agir à Kinshasa. Et ils sont revêtus d'un pouvoir exorbitant qui devrait les mettre en position de donner les premières réponses qui s'imposent en attendant que l'appui vienne du gouvernement central. C'est ça le point négatif. Mais le point positif, il faut reconnaître que depuis l'avènement de l'état de siège, les tensions interethniques ont cessé. Aujourd'hui, un Houndé est à l'aise de traiter avec un Hutu sans se soupçonner que celui-ci va freiner mon dossier, puisqu'en définitive, c'est le gouverneur qui va décider. Et aujourd'hui, c'est pareil, un Hutu peut facilement laisser son dossier être traité soit par un Andé, soit par un Houndé, parce qu'il sait que il n'y a pas de sentiments qui vont prévaloir là-bas. Ça ne va pas dépendre du bon vouloir de quelqu'un parce qu'il y a de la rigueur militaire qui s'impose dans le traitement administratif des dossiers. Et il y a aussi cette diligence administrative qui s'observe. Il y a également la peur dans les chefs de la population qui commencent petit à petit à faire preuve d'une citoyenneté responsable en s'acquittant de ses obligations. Ce qui fait à ce que les taux de mobilisation des recettes du public de l'État a augmenté. Et ça, c'est un point positif puisqu'on ne peut pas construire notre province sans les moyens. Mais nous pensons que autant on mobilise la population à s'acquitter de ses obligations fiscales, civiques et fiscales, autant on devrait garantir la sécurité, la quiétude pour que ces populations circulent librement avec leurs biens et ceux-là qui doivent faire les activités champêtres devraient avoir accès à leurs champs sans peur d'être soit violés, soit tués, soit kidnappés ou subir d'autres formes de criminalité que nous décrions au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que les libertés fondamentales ont été respectées depuis l'instauration de l'état de siège? Bon, nous estimons personnellement et sans sentiment que les libertés, bien qu'ayant été réduites, n'est-ce pas, au regard du contenu de l'ordonnance portant état de siège, il y a quand même cette ouverture, cette flexibilité des autorités militaires qui continuent quand même à supporter des manifestations. Même si de manière formelle, on n'autorise pas, mais les gens continuent à s'exprimer. Les gens continuent même à manifester. Et les gens continuent à user de leur liberté quant à ce qui concerne les publications sur les réseaux sociaux. Nous estimons que ce sont des libertés qui continuent à être vécues, sauf qu'il y a une mauvaise compréhension de l'état de siège, il faut le dire. Il y en a ceux qui pensent que l'état de siège, c'est de tout se permettre, notamment les militaires. À l'heure où je vous parle, les bureaux du Conseil provincial de la jeunesse sont occupés, en tout cas par les militaires, une unité de l'armée, contre toutes les dispositions légales à la matière et contre même l'instruction du gouverneur qui est militaire qui les a demandé de libérer cet espace. Nous pensons que c'est une violation flagrante également des libertés des uns et des autres et nous pensons que c'est parmi les points sur lesquels les autorités militaires doivent faire un effort pour améliorer cette gouvernance militaire. Pour finir, est-ce que pensez-vous que l'état de siège doit encore durer ou qu'il doit être abrogé? Non, nous pensons que par rapport à l'état de siège, de manière honnête, il faut d'abord la réqualification. Et quand je parle de la réqualification, c'est-à-dire définir des indicateurs clairement vérifiables, objectivement vérifiables, pour permettre à ce qu'on évalue et qu'on puisse justement juger si ça doit continuer ou pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de dire qu'il faut reconnaître que nous sommes un pays démocratique qui voudrait à ce que le pouvoir revienne aux autorités civiles et politiques. Aujourd'hui, rester éternellement et pendant une très longue période dans l'état de siège qui est une gouvernance spéciale pour des questions spéciales, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec parce que l'état de siège était une réponse ponctuelle pour une situation bien donnée qui devait être limitée aussi dans le temps, dans l'espace et dans le temps. Pourquoi? Pour nous permettre à ce que la marche de la démocratie puisse continuer. Après que Mobutu ait consacré le multipartisme dans notre pays,
pour se passer finalement du parti-État. Après que Mzee nous amène à la libération de 32 ans de règne sans partage. Après que Joseph Kabila nous amène à connaître des cycles électoraux, même si pas aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, le président de la République actuelle, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devrait assurer la continuité et faire en sorte que la démocratie puisse continuer. Et non seulement puisse continuer, puisque nous avons déjà commencé les cycles électoraux, il n'y a pas de nouveau. La nouveauté que le président actuel peut nous apporter, c'est de faire en sorte que la CENI puisse obtenir les moyens pour organiser les élections, non seulement présidentielles, la législature, au niveau de la législature nationale, au niveau des députations provinciales, sénatoriales, gouverneurs, mais aller jusqu'au niveau jusqu'à faire les élections au niveau local, pour permettre à ce que les jeunes gens qui évoluent puissent aussi postuler, parmi eux que nous ayons des conseillers municipaux, que nous ayons des bourgmestres, des maires de ville élus par la population. C'est comme ça que lui peut faire la différence, peut marquer son temps différemment et il aura apporté un plus. Sinon, organiser les élections, c'est un fait que nous avons connu depuis 2006. Aujourd'hui, ce n'est pas de nouveau si on organise les élections, surtout que c'est garanti par la Constitution. Mais aller jusqu'au bout, jusqu'au niveau local, c'est ce qui ferait œuvre utile, puisque d'ailleurs notre Constitution prévoit plutôt que les élections commencent à la base pour se clôturer au niveau de la sommité et non pas l'inverse. Alors, vous en tant que fils du Nord Kivu, est-ce qu'avec les têtes de siège, vous vous sentez être en sécurité? Bon, avec l'état de siège, nous nous sentons en partie en sécurité. J'ai dit, sur le plan administratif, il y a beaucoup d'avancées, même s'il y a avec l'immensité des dossiers administratifs, et vous savez que plusieurs personnels politiques sont en congé, donc les quelques personnels qui restent, ils sont insuffisants pour aborder toutes ces questions. Voilà pourquoi il faut qu'on trouve des solutions beaucoup plus durables pour que cette célérité puisse augmenter davantage dans le traitement des dossiers. La sécurité sur le plan circulation, libre circulation des personnes et de leurs biens, nous disons qu'il y a encore des problèmes et il faut reconnaître qu'à ce niveau, on n'a pas encore arrivé à juguler, à maîtriser la situation sécuritaire parce que les armes continuent à circuler dans des villes comme dans les territoires. Les armes qui avaient été distribuées même par des politiques congolais. Les seigneurs de guerre continuent. Les FDLR, les ADF et d'autres, vous suivez un peu les gens qui sont capturés sur les champs de bataille dans les opérations conjointes FRDC, UPDF. On attrape encore des étrangers sur le sol congolais. Non, moi je pense que la sécurité des Congolais au Nord Kivu ne sera pas garantie que par l'état de siège. État de siège ou pas, il est important que la politique étrangère de notre pays puisse changer. La diplomatie étrangère puisse changer de manière à rassurer et les pays voisins et la population. Parce que tant que les pays voisins prendront notre pays, la RDC, comme une menace pour leur propre pays, et que chez eux, on sécurise les pays à partir du territoire étranger, c'est que nous serons toujours victimes de la politique étrangère des autres pays. Voilà pourquoi j'exige personnellement, en tant que président de la jeunesse, que le président de la République, le premier ministre ainsi que tous les membres du gouvernement fassent tout pour que une politique adaptée au contexte de notre région soit mise en place et que les pays voisins cessent d'être, n'est-ce pas, en tout cas des ennemis, si pas des complices de nos ennemis, au point de venir exploiter, piller systématiquement nos ressources en soutenant les groupes armés qui sont disséminés partout où il y a des gisements miniers et continuent à exploiter nos bois, nos cacao, nos cafés et autres ressources du sol et du sous-sol. Nous pensons que c'est ce changement de la diplomatie extérieure, de la politique extérieure qui va rassurer les pays voisins et même la population devra en profiter. Merci. Au cas contraire, nous allons continuer à souffrir et l'action gouvernementale sera vue vain. Que ce soit l'état de siège ou l'état normal, ça sera vain s'il n'y a pas une politique cohérente qui rassure.